Nous faisons maintenant route sur Guam. Le 24 décembre, nous recevons des autorités de la marine le message suivant. Joyeux Noël, au Doudard de Lagrée, seul bâtiment de la marine en mer. C'est un tantinet cynique et cruel. Comme pour ajouter à la frustration, le vieux, c'est-à-dire notre commandant, a décidé qu'il n'y aurait pas de repas de réveillon. Un simple supplément sera servi aux horaires normaux des repas le soir. Notre guide à tous craint-il des abus? S'il pense à l'alcool, toujours distribué avec parcimonie, il suffisait de le limiter encore un peu plus, sinon de le supprimer. Le 26 décembre 1972, en matinée, nous accostons à Guam, une île de l'archipel américain des Mariannes. Le lendemain, le 27, à 7h50, l'équipage est aligné sur la plage arrière pour l'appel général qui précède la cérémonie des couleurs. Pas très loin, sur notre tribord, passent des vagues de bombardiers B-52. Ils reviennent de mission sur le Nord-Vietnam, les soutes débarrassés de leurs bombes. En attente de se poser à Andersen, ils volent à basse altitude. La taille de ces machines est impressionnante lorsqu'elles s'approchent de nous, et le bruit qu'elles émettent est alors assourdissant. Durant la courte escale technique de Guam, nous avons retrouvé le climat des mers chaudes et l'exotisme des îles du Grand Pacifique, singularisés ici par un zeste d'Amérique. Je ne reste que peu de temps à terre, probablement parce que l'escale supporte difficilement la comparaison avec ce que nous avons vécu dans le mois écoulé. Quelques membres de notre équipage ont été invités dans des familles de militaires américains. Ils disent avoir reçu un accueil chaleureux et vantent la beauté de cette île, comparable à certaines de nos terres polynésiennes. Ils parlent aussi de B-52, disparus dans ces derniers jours de raids intensifs, tous par suite d'incidents techniques dus à la surexploitation. Le matin du 28 décembre 1972, nous avons complété nos réserves de gazoil, nous pouvons rejoindre notre base. Le cap est alors mis sur la Nouvelle-Calédonie. Le 5 janvier 1973, le Doudard de Lagrée, en avance sur son horaire, navigue entre les côtes calédoniennes et les îles Loyauté. Au sud du Caillou, il emboucle la passe de la Havana, rejoint le lagon et mouille en baie de Prony. En matinée, il reprend sa route vers la pointe Chalex et à 10 heures, il est à quai. L'escale est courte, je parviens malgré tout à régler pas mal de choses, en particulier pour l'expédition de mes bagages à l'issue de cette campagne. 2 cantines de bonne taille, contenant essentiellement des souvenirs, sont remplies. En ville, je contacte la société Cheval, qui prépare avec moi leur dossier de transit vers la métropole. Le 8 janvier 1973, nous appareillons vers l'île de Marais, l'île la plus sud de l'archipel des Loyautés. Le 9 janvier 1973 à 10 heures, nous participons à un exercice interarmé qui a pour objet la mise à terre de troupes. Nous apportons pour ce faire un appui-feu avec nos canons de 100 mm et mettons à disposition de l'état-major notre modeste corps de débarquement. Le Doudard de Lagrée mouille par 2 fois en vue des côtes, ce qui permet à l'équipage non engagé dans la guéguerre de descendre à terre. Le village où l'on nous dépose est articulé autour d'un espace dégagé, sorte de place avec façade sur le lagon. Si le paysage et la végétation évoquent par similitude les îles polynésiennes, la forme des habitations traditionnelles et leurs habitants sont assez différents. La population mélanésienne nous accueille avec indifférence. Nous représentons tout au plus un sujet de curiosité, une distraction dans leur quotidien. Il y a ici quelques objets de confection locale à acheter, rien de bien intéressant à mon sens. C'est à la plage que bon nombre de permissionnaires passent les meilleurs moments. En bordure du rivage, quelques marins sortent du fond de l'eau des moules géantes.
Ils en extraient, une fois sur 10, des perles baroques aux couleurs irisées. Bien que très difformes, ces perles naturelles seraient montées en collier et auraient donc, à ce titre, une valeur commerciale. Nous participons au ramassage des bivalves et cédons nos prises aux pêcheurs. Le 12 janvier 1973, en soirée, le Doudard de l'Agré appareille pour rejoindre Nouméa. Nous y séjournons du 13 au 22 janvier 1973, le temps pour moi de réaliser quelques achats, de profiter de bonnes sorties à la plage, au restaurant, au bowling, où je me trouve à jouer sur une piste voisine de celle qu'occupe Fernand Reynaud. Il est ivre et donne bien du souci au personnel de l'établissement. Le 23 janvier 1973, nous repartons en mission, cette fois à destination des îles Wallis et Futuna. Nous séjournons une première fois à Wallis du 25 janvier 1973 à 18h au 26 janvier 1973 à 17h. Notre bateau est amarré au wharf de Mata-Utu, la bourgade la plus peuplée de l'île, non loin de l'imposante église construite en pierre de corail. Cet édifice ressemble à nos cathédrales avec sa façade à rosaces, dominée par une statue de la Vierge, et ses deux tours carrées au sommet crénelé. L'administration française a préservé partiellement les institutions et les coutumes ancestrales de ce territoire. Actuellement, deux royaumes subsistent encore dans l'île, et les rois ont, entre autres prérogatives, celle de rendre la justice pour des délits mineurs. Ils sont assistés en ça par un juge itinérant de Nouméa, et c'est précisément pour sa venue et ses déplacements interinsulaires que nous sommes aussi dans l'archipel. À Mata-Utu, la justice se rend en plein air, sur la grande place engazonnée de l'église. Là, le roi et le juge, parés de leurs attributs, écoutent plaignants et témoins, assis sur de simples chaises, puis, après concertation, ils infligent des peines adaptées à la culture locale. Ce 26 janvier 1973, alors que je suis de quart à la coupée, un Polynésien d'âge respectable et très simplement vêtu monte à bord. Il est au milieu de la coupée quand, intuitivement, je rends les honneurs. Une fois à ma hauteur, le roi se présente en me serrant la main et il demande à être reçu par le commandant. Comme il n'est pas attendu, je fais prévenir le second et resté seul avec le souverain, celui-ci m'adresse quelques questions et nous conversons ainsi jusqu'à sa prise en charge par l'officier en second. Toujours le 26 janvier 1973, il est 17h quand nous reprenons la mer. Notre mission de transport au service de la justice se poursuit à Futuna, le temps d'une courte escale, le 27 janvier 1973, de 8h à 18h. Je fais à cette occasion quelques pas dans le village. Nous y sommes très bien accueillis et je note une frustration dans les propos des habitants qui ne comprennent pas pourquoi nous restons si peu de temps. 28 janvier 1973, 8h. Le Doudard de l'Agré est de retour à Mata-Utu. Au village, sur le parvis de l'église, des femmes se sont installées, elles sont assises à même le sol, derrière des étals alignant divers objets de l'art local. Sur l'herbe sont déployés des tapas de grande taille, ornés de motifs géométriques traditionnels, couleurs noire, ocre et blanc. Sur d'autres de ces supports, on a représenté des scènes de la vie dans l'île, en utilisant une plus grande palette de teintes. Devant nos yeux, des pièces vierges du tissu papier sont décorées à la main par une ou simultanément plusieurs artistes. Le tapa est ici plus clair qu'à Fatouiva aux îles Marquises. Il est aussi plus compact. Les tons proches du beige sont dus au végétal utilisé, le Morus papyrifera. Pour la consistance, je suppose que le broyage de l'écorce est plus fin et que l'étirement moins important de la pâte donne de l'épaisseur. Ces tableaux exotiques, un peu naïfs, me sont familiers car mon beau-frère Jean en a ramené de sa seconde campagne.
Montés et tendus sur des supports rigides, ils font un bel effet une fois accrochés au mur. Si près de l'église, comment ne pas lui réserver une petite visite? Elle est aussi belle et imposante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les insulaires ont certainement travaillé dur pour réaliser un tel bâtiment, si différent des constructions légères de leurs habitats. Le village aligne encore des cases faites entièrement de matériaux locaux, charpentes massives en troncs de cocotier, cloisons et toitures utilisant palmes et feuilles de pandanus. Le contreplaqué et la tôle ondulée sont aussi largement présents le long des rues terreuses de la bourgade. Les îles Wallis et leurs lagons forment un bel ensemble paysager qui n'a rien à envier à certaines îles célèbres de l'archipel de la Société. Je n'en découvre hélas qu'une partie, c'est toujours le temps qui manque dans de si courtes escales. De passage devant le petit aérodrome, je regarde au bout de la piste la carcasse d'un bombardier Lancaster. Après avoir manqué son envol, il y a plusieurs années, il est resté là. C'est maintenant la curiosité du lieu. Le 30 janvier 1973, nous quittons les îles Wallis. Le 3 février 1973, nous sommes à Nouméa. Un peu comme à Papeete, j'ai maintenant ici des habitudes que je retrouve avec plaisir. Je sais aussi que bientôt il me faut rentrer en métropole, alors je profite autant que possible de ce dernier séjour long sur le Caillou. 19 février 1973. Le Doudar de l'Agré fait route vers l'île Espiritu Santo, la plus grande terre de l'archipel volcanique des Nouvelles-Hébrides. Sous administration conjointe entre la couronne britannique et la République française, ce territoire s'est vu contraint d'assimiler la double culture importée par ses protecteurs. Les Anglais et Australiens prennent cependant le pas sur les Français, sauf peut-être à Luganville où nous accostons ce 21 février 1973. L'agglomération n'est pas très grande, mais la France y est représentée au travers de ses écoles, de ses administrations. Nous y sommes très bien reçus, autant par la population francophone mélanésienne que par les quelques fonctionnaires métropolitains en poste ici. Tous sont demandeurs d'une plus grande présence de notre pays et à ce titre les escales de bâtiments de la Marine nationale sont appréciées. Elles sont aussi un pendant au passage plus fréquent de frégates anglaises et australiennes. Le franc hybridé est la monnaie officielle. Il est adossé au franc français en valeur or. L'autre monnaie comptant sur ce territoire est le dollar australien. Il vaut actuellement 6,4 francs. Bon nombre de documents, formulaires et actes sont rédigés en 2 langues. Les timbres postaux font même l'objet de 2 émissions simultanées, différenciées uniquement par l'écriture en anglais ou en français de textes identiques. C'est une spécificité rare dans le monde, je n'hésite donc pas à me constituer une petite collection d'enveloppes premier jour et de timbres aux fausses apparences de doublons. Le volcanisme est actif à Santo, comme il l'est aussi dans les îles du Nord ou encore au sud à Tana. 2 sommets dépassent les 1600 mètres. Une végétation tropicale très dense couvre l'île. Elle abrite au centre une population peu évoluée, vivant en tribu. Le réseau routier, réduit sur les côtes, est inexistant à l'intérieur. En excursion vers un des rares lieux touristiques valorisés, nous circulons sur une route bétonnée, à peine plus large que notre car. Elle est partiellement envahie par des plantes rampantes qu'il faut régulièrement détruire pour maintenir un passage. Le but unique de notre randonnée nous conduit au bord d'une baie en forme de demi-lune longue, bordée de cocotiers, adossée à cette épaisse végétation que nous venons de traverser. Une plage de sable blanc s'avance en douceur sous les eaux limpides aux couleurs d'abord pastel, puis plus profond à mesure que l'on s'éloigne du rivage. Une longue et belle bâtisse largement ouverte sur la plage abrite le nécessaire à un séjour confortable pour touristes
aimant le calme et la nature vierge. Il n'y a cependant aucun pensionnaire actuellement. Nous représentons certainement la plus grosse opportunité du jour, peut-être même de la semaine, pour gonfler le chiffre d'affaires de cet établissement où l'on parle à peine notre langue. La beauté du site et l'eau calme scintillant sous un soleil trop chaud sont un appel irrésistible à la baignade. Ce n'était pas prévu au programme, de sorte que, faute de maillot, c'est en sous-vêtements que nous passons quelques moments dans la douceur tiède de l'océan. Personne ne s'en offusque dans la mesure où nous sommes les seuls humains à profiter de la plage. Nous avons demandé à notre chauffeur et guide s'il était possible d'entrer plus profondément dans les terres. Il nous assure que pour notre sécurité, c'est à éviter. En réponse à une autre question sur la possibilité d'assister à cette coutume indigène qui consiste à se lancer dans le vide, relié par les pieds au sommet d'une tour de branchage, il nous explique que le saut du Gaule, c'est son nom, se pratique périodiquement sur l'île Pentecôte, hors de toute présence étrangère à la tribu. J'ai pourtant vu des photos de ce rituel. À mon avis, Santo mérite plus qu'une escale de 4 jours. Il me semble qu'ici, beaucoup de choses restent à découvrir. Dans cette baie isolée, sur cette plage quasi vierge, je me suis senti l'âme d'un marin du XVIIe siècle, débarquant sur des rivages inconnus et hostiles. Il ne manquait que les cannibales. 24 février 1973, au matin, le Doudard de l'Agré appareille à destination de la Nouvelle-Calédonie. Du 25 février à 15 heures au 27 le matin, nous mouillons en baie de Prony. En matinée du 27 février 1973, nous rejoignons Nouméa, terme de ma seconde campagne. Je fais mes adieux aux cailloux lors d'une ultime sortie à terre. Ma valise est bouclée, mes malles sont déjà partis, mon bagage avion n'attend plus que le billet. Mardi 6 mars 1973, une navette me conduit à la Tontouta, l'aéroport principal de l'île. J'embarque dans un DC-8 de la compagnie française UTA, à destination de Paris, en empruntant vers l'ouest la route des Indes. Au nord de l'Australie, à plus de 11 000 mètres d'altitude, nous traversons une forte dépression. Nous évoluons au milieu de nuages couleur d'encre d'où jaillissent d'énormes éclairs. L'avion bat de l'aile, il est sérieusement chahuté, nous subissons d'importantes pertes d'altitude. Certains passagers sont malades, je n'en suis pas loin, moi non plus, et j'ai peur pour notre sécurité. Progressivement, nous sortons de cette tempête tropicale et poursuivons notre voyage sans autres émotions fortes. Une grève des contrôleurs aériens français nous oblige à nous poser à Bruxelles. En mai 68, j'avais connu le même désagrément suite aux événements que l'on sait. Comme en 1968, c'est après des heures de quart que je retrouve la capitale. Avant de prendre le train vers le sud-ouest, je me rends au bureau des personnels militaires de la marine, au numéro 2 de la rue Royale, comme il me l'a été suggéré, afin de choisir ma prochaine affectation outre-mer. C'est une démarche qui, officiellement, n'est pas autorisée, mais malgré mes inquiétudes, je suis reçu et même bien accueilli par des personnels officiers mariniers, toujours à la recherche de volontariat, sans condition, comme le mien. Je me vois proposer 3 postes à des dates compatibles avec la fin de mes congés. J'opte pour l'aviso-escorteur enseigne de vaisseau Henri, que je rallierai à Lorient. Il doit ensuite rejoindre le Pacifique, où j'ai mon second pays de cœur, Tahiti.